Bien, je vous propose de, sans plus attendre, démarrer euh, cet échange. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses pour ce webinaire de l'Ambita. Pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, c'est un webinaire du coup, qui va traiter du pacte européen asile et migration, qui sera présenté par nos deux intervenants de ce soir, Tania Karen, eurodéputée et coprésidente de l'ANVITA, et Tania Rachaud, chercheuse associée à l'Université Paris-Saclay, juge assesseur à la CNDA et membre de Desinfo Migration. Je vais essayer de se présenter juste après. Merci infiniment pour votre présence. Pour vous présenter un peu comment ça va se dérouler, on se donne jusqu'à 19h30 maximum parce qu'après nos intervenants doivent partir. Donc, on va peut-être essayer de finir un peu avant, mais en tout cas, voilà, c'est une heure et demie d'échange autour de ce pacte européen avec les interventions de Damien Carême et de Tania Rachaud sur les deux aspects, on va dire, les discussions politiques et négociations autour du pacte, comment ça s'est déroulé au sein de l'Union européenne autour de cet enjeu-là. Et ensuite, le contenu concret du pacte, en quoi c'est- c'est- son contenu est en continuité avec la politique migratoire européenne ou y a-t-il des ruptures? Voilà, c'est autant d'enjeux que l'on va proposer de traiter ce soir, avec ensuite un large temps prévu pour les échanges parce que voilà, vous êtes nombreux et nombreuses, donc c'est intéressant aussi de solliciter vos questionnements. Et nous terminerons après par une partie un peu plus conclusive autour des enjeux sur l'application dans la politique française, dans la législation française des mesures du pacte et peut-être la mise en lien avec du coup le contexte législatif français autour de la loi asile-immigration, mais pas que, aussi d'autres enjeux. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Je laisse la parole peut-être à Tania Rachaud pour se présenter. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici pour parler de ce sujet qui a été un petit peu évincé au bénéfice de la loi Darmanin, qu'on peut donc maintenant appeler comme ça. Alors effectivement, moi je suis docteur en droit européen spécialisée dans les questions de l'Union européenne et des droits fondamentaux. Je suis actuellement aussi assesseure nommée par le HR à la Cour nationale du droit d'asile, donc directement concernée par aussi la loi Darmanin sur ce terrain, et consultante pour l'association des Infox Migration. Donc l'association, je pense que vous la connaissez, mais pour rappel, l'idée c'est de s'attaquer évidemment aux idées reçues sur les questions de migration en mettant en avant le travail des chercheuses et chercheurs et en essayant de le rendre visible auprès des journalistes. Et donc, évidemment, on travaille aussi sur les questions européennes à ce titre. Merci beaucoup. Et je laisse la parole maintenant à Damien Carême pour se présenter l'Ambita. Oui, bonjour, ravi d'être là aussi pour partager un peu sur ce pacte asile de migration européen qui est passé un peu sous les radars parce qu'il y avait la loi immigration en France au même moment, parce que ça a été adopté le lendemain. Voilà. Donc, ravi d'être là pour vous en parler un peu. On va se partager le temps avec Tania. Je vais dans un premier temps, moi, faire un peu comment l'historique de ce pacte, comment il est arrivé là, dans quelles conditions, comment les négociations ont évolué. Tania parlera un peu du contenu, de voir un peu tout ça, comment ça s'intègre dans les politiques européennes. Mais je viendrai avec elle peut-être, puisque moi j'ai été le négociateur de mon groupe politique sur la réforme du règlement de Dublin. Donc je peux me parler très en détail de ce texte en particulier. Ce pacte, en fait, comporte 5 textes, plus 3 anciens textes qui avaient été négociés lors de la mandature 2014-2019, mais qui n'étaient pas encore passés en trilogue et donc qui n'avaient pas fait l'objet d'une codécision entre le Parlement et le Conseil, donc qui ne pouvaient pas être mis en application. Euh, le pacte nous a été présenté avec ces 5 règlements, nous a été présenté en septembre 2020. On savait que ça allait arriver. On
avait fait, nous, un rapport d'initiative, c'est-à-dire que, vous savez, au Parlement européen, on n'a pas l'initiative législative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer un texte législatif, c'est forcément des textes qui nous sont donnés par la Commission, mais en attendant que les textes nous arrivent de la Commission, on fait ce qu'on appelle des rapports d'initiative pour donner le point de vue du Parlement à la Commission avant qu'elle nous propose ce texte législatif. Et on avait fait un rapport d'initiative sur le règlement de Dublin dès l'élection à partir de 2019, début 2020, donc avec une analyse des dysfonctionnements du règlement de Dublin pour que la Commission propose un texte qui corrige ces dysfonctionnements. Et il y avait eu une grosse majorité, à 75% des députés européens, qui avaient dit qu'il fallait complètement réformer le système de Dublin, et notamment le principe de la responsabilité du premier pays d'entrée, qui est donc responsable de l'étude, enfin de la demande d'asile des personnes qui arrivaient, parce que ça créait les engorgements qu'on avait, et puis surtout, ça créait les camps qu'on voyait, les hotspots en Grèce, en Italie ou en Espagne, et qu'il fallait vraiment arrêter avec ces principes-là. Ce pacte nous a été présenté en septembre 2020. Il n'a pas fait, contrairement à ce qui est normalement la règle, il n'a pas fait l'objet d'une analyse d'impact par la Commission européenne, c'est-à-dire que normalement, quand elle propose un texte, elle doit l'avoir fait évaluer pour voir un peu comment ce texte allait interagir avec les anciens textes ou ce qu'il allait corriger dans les anciens textes. Et là, étrangement, la Commission n'a pas fait d'analyse d'impact de ce pacte asile-migration qu'elle nous proposait, ce qui était déjà lourd de sens sur le contenu. Pour nous, ça signifiait déjà pas mal. Donc, comme la Commission ne l'a pas fait, nous, dès que le texte est arrivé en commission des libertés civiles, puisque c'est dans cette commission qu'on a étudié les cinq textes, on a demandé au service de recherche du Parlement, le PRS, de nous faire une analyse d'impact de ce texte-là pour qu'on ait des éléments. Et en fait, l'étude qui nous a été remise était assez critique sur le texte tel qu'il nous était présenté et le fait qu'il n'allait pas corriger les dysfonctionnements des différents textes qui géraient l'asile et la migration au niveau européen. Je vous fais un petit peu d'instruction civique pour voir comment marche l'Europe assez rapidement pour que vous ayez bien comprendre. Donc, la Commission propose un texte au Parlement et au Conseil. Nous, à travers des groupes de négociation, on travaille sur ces textes, chacun de notre côté, Parlement et Conseil, et on adopte chacun nos positions. Et à la fin, on se réunit en trilogue, Conseil, Parlement et Commission, pour négocier le texte final. Donc, on nous a présenté le texte en septembre 2020. Nous avons fini les trilogues le 20 décembre 2023 et nous devrions adopter les textes en commission mercredi prochain, le 14 février, pour qu'ils soient adoptés en fait par le Parlement à la deuxième session du mois d'avril, donc entre le 25 et 29 avril prochain, donc à 6 semaines grosso modo des futures élections européennes. Il y a 5 textes qui sont 5 règlements dans ce pacte asile-migration. Il y a le règlement crise, il y a le règlement screening, il y a le règlement gestion de l'asile et d'immigration qui en fait remplace et est plus large que le règlement de Dublin. Il y a le règlement, ça y est, je vais en oublier à force de les lister, crise, filtrage, AMMR, demande d'asile, ce qui gère la demande d'asile, et le dernier, excusez-moi, qualification APR, filtrage, crise, AMMR et Eurodac. La refonte la refonte d'Eurodac avec plein de choses très pourries qu'on a mis à l'intérieur, notamment maintenant les empreintes faciales qu'on peut faire auprès de gamins de 6 ans, à partir de 6 ans, qui a été adopté par le Parlement, enfin par le trilogue aujourd'hui. Donc Darmanin peut
s'enorgueillir que dans la loi immigration en France, on est sous la contrainte au niveau européen, qu'au niveau français, il n'y ait pas ça, mais il savait pertinemment que derrière, ça arrivait par le niveau européen. Donc, ça s'appliquera par ce règlement européen, puisque ce sont 5 règlements, et que donc ces règlements vont rentrer de plein droit dans les législations des 27 États membres. Euh, et les directives, il y en aura très peu, il en reste 2 des directives sur les 8 textes. Elles pourront être s'accommoder, mettre un peu plus de temps pour arriver et être un peu arrangées à la sauce des États membres, mais sur les règlements, ça s'applique de fait dans les droits de chaque pays. Euh, donc, il y a 5 textes. Il faut désigner 5 rapporteurs qui vont porter le texte, pardon, et les négociations. Ces rapporteurs sont choisis comment au niveau du Parlement? En fait, les groupes politiques achètent les rapports. Ils ont chaque année, chaque groupe politique, en fonction de son importance, reçoit un certain nombre de points et donc achète les rapports pour pouvoir mener les textes législatifs. C'est important. Et donc, sur les 5 textes du pacte Asile et Migration, on avait 2 rapporteurs des sociodémocrates, qui est le deuxième groupe en nombre du Parlement européen, et 3 du Parti populaire européen, là où sont chez nous les républicains. Donc des textes menés par des gens assez durs dans les négociations. Voilà comment ça s'est fait. Et après, chaque groupe politique désigne un de ses représentants pour aller négocier dans chacun des textes. Donc moi, j'ai été désigné par mon groupe politique pour être dans le groupe sur la réforme de Dublin, la gestion de l'asile et de l'immigration. On a mis 3 ans de négociations avec très dur, très tendu. Il y avait tout de suite une alliance dans le groupe entre le PPE, le Parti populaire, là où sont les républicains, les gens de Renew, là où sont les macronistes chez nous, et grosso modo l'extrême droite, les 2 groupes d'extrême droite que sont l'ECR et ID, là où sont et les gens de Zemmour et les gens de Jordan Bardella, donc de Le Pen, du Rassemblement national. Il y avait un accord, sauf sur la responsabilité du premier pays d'entrée au démarrage, mais simplement parce que les négociateurs de ces groupes d'extrême droite étaient des Italiens et que donc, au départ, ils ne voulaient plus que les pays de premier d'entrée soient responsables de l'étude de la demande. Mais ça a très vite disparu, cette volonté-là. Il y a eu des négociations au sein du Conseil dont on ne connaît pas le contenu, mais qui font que tous les pays qui sont en première ligne, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, Malte et Chypre, en fait, ont cédé et en disant finalement, on accepte d'assumer cette responsabilité. On ne sait pas ce qu'ils ont reçu en échange comme garantie, comme montant financier. Ça, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, on ignore complètement ça. Et on tenait de l'autre côté, avec le groupe de la gauche, là où est la France insoumise, avec les sociodémocrates, là où sont chez nous les socialistes et Place Publique, et nous, les écologistes. Et vraiment, jusqu'à la dernière réunion de négociation dans la nuit du 19 au 20, à 6 heures du matin, sur la dernière réunion, on tenait cette frange-là, ce qui fait qu'en fait, ce côté-là, et ce qui fait que même s'ils avaient une majorité, ils ne voulaient absolument pas avoir un texte qui ne soit adopté que par la droite et l'extrême droite. Ils voulaient à tout prix enrôler les sociodémocrates. Je vous dis ça parce que c'est important de comprendre le fonctionnement dans le Parlement et ce qui fait les accords à certains moments, puisqu'il n'y a pas, comme à l'Assemblée aujourd'hui, il n'y a pas une majorité au Parlement. Chaque texte doit aller construire sa majorité. Et au dernier moment, donc à 6 heures du matin, la dernière négociation, les responsables du groupe politique des sociodémocrates est venu voir le négociateur qui était dans le groupe à côté de moi en disant on signe l'accord, t'as pas le choix, donc tu dois dire que tu es OK avec le résultat, même si le résultat est complètement pourri. Il était déçu parce que je le connais bien, c'est l'ancien médecin de Lampedusa, Pietro Bartolo, mais il a dû céder parce que son groupe politique a reçu des pressions. Alors, ils ont reçu des pressions, les sociodémocrates du Parlement, par le gouvernement espagnol qui est dirigé par un social-démocrate, par
le gouvernement allemand, puisque Schulz est aussi là, qui ont pris leur téléphone pour appeler les eurodéputés en leur sommant d'adopter le texte, sinon ils n'auront plus de place aux prochaines élections européennes, par les Danois aussi, etc. Donc en fait, il y a eu vraiment on voit que l'enjeu était important parce que les chefs de gouvernement ont appelé pour faire pression sur les eurodéputés. Donc ce texte a été adopté, il le sera, je pense, ils le seront tous en commission des libertés civiles mercredi prochain. Ils le seront tous, je pense au mois d'avril, même si il va y avoir des gens qui n'adopteront pas, qui suivront pas la position de leur groupe. Je pense aux socialistes français, par exemple. Je les vois mal adopter ce pacte asile-migration à la veille des élections, mais ça suffira pas pour faire la majorité contre l'adoption de ce pacte-là, qui rend en fait la migration, qui ne résout rien d'abord et qui va être extrêmement qui est une atteinte aux droits humains, qui va générer beaucoup de contentieux, voilà, on a franchi des barrières au Parlement européen. Par exemple, le texte gestion d'asile et d'immigration aujourd'hui, alors vous entendez peut-être parler de temps en temps, quand on parle du pacte, que pour la première fois, il y a un mécanisme de solidarité au niveau européen qui se met en œuvre. La solidarité, c'est vraiment que le mot, c'est vide de sens, puisqu'elle s'exprime de trois manières différentes, cette solidarité. Maintenant, les États membres vont pouvoir payer à un autre pays des grillages, des barbelés, des murs, des caméras, des drones, voilà, de l'intelligence artificielle pour garder la frontière. Ça, c'est un premier type de solidarité. Deuxième type de solidarité, c'est qu'on va continuer, on va multiplier les accords avec les pays tiers, comme on a avec la Libye, comme on a avec la Turquie, comme on a avec la Tunisie. Et on voit bien qu'aucun de ces exemples ne fonctionne et surtout n'est respectueux des droits humains. Et la troisième forme de solidarité, c'est OK, je vais être solidaire. Normalement, je dois accueillir des personnes chez moi, mais comme j'en veux pas, je te paye 20 000 euros par personne que j'accueille pas. Voilà, ça c'est la solidarité telle qu'elle s'exprime au niveau européen aujourd'hui. Et il n'y a rien d'autre, puisqu'il n'y a aucun mécanisme de solidarité obligatoire qui entre en œuvre derrière. Chaque État membre de première entrée va rester avec ses problèmes. Il va y avoir beaucoup de mouvements secondaires en Europe, c'est-à-dire que les gens ne vont pas accepter de rester des mois et des mois en Italie, en Grèce ou en Espagne, donc ils iront essayer comme ça se fait aujourd'hui, mais comme ça va durer encore plus longtemps, puisque là où un pays de première entrée était responsable pendant un an de l'analyse de l'étude de la demande d'asile d'une personne, maintenant c'est porté à 20 mois. Donc c'est plus long. Alors la commission proposait 3 ans, le conseil proposait 2 ans, et on a réussi à limiter un peu les choses en mettant 20 mois, ce qui est terrible. La seule chose qu'on a gagné aussi, c'est que quand c'est des personnes qui arrivent parce qu'elles ont été secourues en mer, là c'est plus ça n'est qu'un an dans le premier pays d'entrée. Nous, on avait demandé qu'ils soient relocalisés tout de suite par un mécanisme spécifique, mais ça a été impossible de mettre de la solidarité obligatoire dans ce pacte-là. Le Conseil n'en voulait absolument pas. Voilà, j'en finis, moi, sur l'historique de ce pacte et un peu ce qu'il en est. Je vais laisser Tania rentrer dans le détail et un peu de vous donner de manière générale le reste, et je viendrai peut-être compléter s'il y a des choses à compléter derrière. Merci Damien. Mais alors effectivement, je pense que ça peut être intéressant de revenir un peu sur le contexte plus général, parce que autant dans la loi française que le pacte de l'Union européenne, on a un petit peu du mal à projeter l'urgence de modifier les règles. L'urgence, elle est strictement politique. Dans le cas européen, il y a eu un coup d'accélération parce qu'il y a des élections qui arrivent et qu'il fallait démontrer qu'on avait réussi à avancer sur ce sujet de la migration. Juste pour rappeler, dans l'Union européenne, le sujet de la migration, il se traite principalement sur les questions des frontières extérieures, en raison de l'espace Schengen, parce qu'on a fait disparaître les frontières intérieures. C'est à l'Union européenne de démontrer, pour assurer les États, qu'elle contrôle ces frontières extérieures. Et donc tout le sujet de la migration est vraiment centré sur la gestion de ces frontières extérieures, alors que le pacte en 2020 mentionnait aussi l'augmentation de voies d'accès sécurisées, notamment par d'autres titres de séjours économiques. Mais hormis une réforme de la directive carte bleue qui n'est pas franchement
incroyable. Il n'y a pas eu de progression sur ce terrain et donc tout a été balayé pour vraiment focus sur le contrôle des frontières extérieures et dans ce focus, un focus sur les personnes en situation irrégulière. Le contexte peut-être qui a fait mettre la pression par la Commission européenne, c'est que depuis 2015 en France, mais on n'est pas les seuls, on a réintroduit les contrôles aux frontières intérieures, ce qui du coup freine le concept Schengen. Enfin, il n'y a plus de Schengen si depuis 2015 on contrôle aux frontières intérieures en France et dans d'autres pays. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles, normalement, c'est tous les six... Enfin, on peut réintroduire pour une période de 6 mois en justifiant pourquoi on introduit des contrôles temporaires aux frontières et pour une période maximale de 18 mois de mémoire. Et en réalité, en France, depuis 2015, on le fait tous les 6 mois. On remet Enfin, à l'époque, on ne changeait pas de justification. Maintenant, on change de justification. Et donc, tous les 6 mois, on indique que, on contrôle toutes les frontières intérieures pour tel motif. Et là, on va avoir, par exemple, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais probablement le motif des JO qui va apparaître comme raison pour contrôler les frontières intérieures. Tout ça pour dire que donc ça pose un problème sur le concept de l'espace Schengen, que les États réintroduisent les contrôles aux frontières intérieures. Et parmi les motifs, il y a les mouvements secondaires qui sont mentionnés. Pour certains pays, il est mentionné la pression migratoire. Et donc l'objectif de la Commission européenne, ça a été aussi de dire on vous offre ces nouvelles règles, et donc on va y revenir un peu plus en détail, pour que vous cessiez de contrôler les frontières intérieures parce que c'est Schengen et que c'est pas l'objectif. Donc ça, c'est un peu le contexte de fond, disons, et pour la Commission européenne, la menace de dire si on n'y arrive pas, c'est la fin de l'espace Schengen. Est-ce que c'est totalement vrai? Bon, c'est un peu difficile à estimer, surtout que pour ceux qui ont déjà vécu des contrôles aux frontières franco-italiennes, par exemple, bon, c'est pas un contrôle systématique. Ça concerne que certaines, enfin, ça concerne pas toute la population systématiquement. Donc ça pose aussi question finalement sur les choix qui sont faits en termes de contrôle. Donc ça, c'est le fond Schengen. Donc, on se concentre sur les arrivées des personnes aux frontières extérieures et particulièrement en situation irrégulière. Pareil, pour mieux contextualiser, c'est qui exactement ces personnes en situation irrégulière qui arrivent? Alors, c'est donc des personnes qui n'ont pas de visa ou pas d'autorisation bientôt d'entrer sur le territoire de l'Union européenne et qui arrivent par différentes frontières terrestres ou maritimes sans documents. C'est difficile à estimer puisque bah, par nature, il n'y a pas de documents, donc c'est compliqué à tracer. Mais Frontex, l'agence de garde-côtes et garde-frontières, estime les entrées et nous a indiqué que l'année dernière, il y avait eu un record, selon l'agence, de 380 000 passages aux frontières extérieures. C'est-à-dire qu'une personne peut être comptée 10 fois parce que elle compte, Frontex, l'agence compte les passages. Donc, c'est les humains, les caméras thermiques, les drones, etc., qui comptent les passages. Donc, ça ne donne pas la réalité des personnes. Donc, ça, déjà, c'est une première difficulté. C'est que, quoi qu'il arrive, quand on a 380 000 détections, on a forcément moins de 380 000 personnes, ça, c'est sûr. Combien concrètement, on ne sait pas. Est-ce que c'est un record? C'est plus que ce qu'a compté Frontex l'année d'avant. Mais d'un autre côté, il y a aussi plus d'agents Frontex. Donc, est-ce que réellement c'est un record? Peut-être, mais c'est difficile de le savoir. En tout cas, en 2022, il y avait eu 320 000 détections. Donc, il y a effectivement 60 000 détections de plus. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de budget? Est-ce que c'est réellement des passages en plus? Les deux sont possibles hein, parce qu'il y a aussi une augmentation de la migration internationale. Donc, de fait, logiquement, il y en a plus de migration qui arrive aussi vers l'Europe. Mais en tout cas, on n'en sait rien. Et ça, c'est important de le garder en tête, c'est que le fondement de tout le pacte de l'Union européenne se porte quand même sur il faut faire en sorte de contrôler les flux qui arrivent. Et ces flux, on n'est pas quand même en capacité de dire exactement de combien de personnes il s'agit. Alors, l'objectif européen, donc à partir de là, il est comme l'objectif français d'ailleurs, c'est d'accélérer le traitement globalement des demandeurs d'asile. Puisque le vocabulaire de l'Union européenne, c'est de dire ces personnes, donc ces 300 quelque chose 1000 qui arrivent aux frontières de l'Union européenne, elles n'ont pas toute vocation à devenir réfugiés. Ce sont des arrivées mixtes. C'est comme ça que l'Union européenne en parle, parce qu'elle estime que donc il y a des personnes parmi elles qui migrent pour des raisons économiques et d'autres qui fuient des persécutions.
Bon, la réalité est quand même beaucoup plus compliquée que ça, mais c'est comme ça, cette façon binaire de voir les choses, qui a dicté finalement la mise en place de la réglementation screening, qui est quand même la réglementation centrale, à mon avis, qui va vraiment modifier l'approche générale du traitement des demandeurs, enfin, des personnes aux frontières extérieures. Donc, les demandeurs d'asile, vous le savez, ont le droit d'entrer, de demander l'asile, d'être hébergés, donc ça déclenche les conditions d'accueil. Et si on n'est pas demandeur d'asile, sans document, évidemment, on peut être refoulé immédiatement, conformément à la directive Retour de 2008. Mais, encore une fois, la réalité est plus compliquée aussi. Est-ce que tout le monde sait qu'il est demandeur d'asile? Selon les politiques, il y a des personnes qui, du coup, instrumentalisent la demande d'asile pour rentrer et demander l'asile. Donc, tout ça crée des suspicions qui font que il y a, le règlement screening, filtrage, va créer des centres de tri à la frontière pour trier les gens, donc en fonction de leur taux de chance de devenir réfugié. Alors, je le dis en souriant, mais c'est très grave en réalité parce que le fondement, c'est la nationalité. Le critère vraiment qui va l'emporter, c'est la nationalité. Et donc, l'Union européenne va créer des moyennes de protection par nationalité. Donc, en regardant les Afghans, je ne sais pas s'ils sont protégés. Je pense qu'on doit être autour de 70-80% en France. Est-ce que c'est 60% en Allemagne, 40% dans d'autres pays? Donc, on va faire une moyenne. Et on va dire en moyenne, les Afghans sont protégés à 60%. Vous êtes Afghan, vous avez de bonnes chances de devenir réfugié. Vous pouvez rentrer et demander l'asile. Vous êtes Sénégalais, puisque c'est l'exemple que prend souvent d'ailleurs le ministre de l'Intérieur. Probablement à tort, mais ça c'est pour d'autres raisons. Et donc, vous n'avez un taux de protection très faible, moins de 20%. Alors là, c'est pas clair d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont pas claires parce qu'on n'a pas les textes. Mais il y a une partie des personnes qui vont être refoulées immédiatement. On va estimer que vous n'avez pas de raison valable de demander l'asile, non seulement parce que votre nationalité n'est que très peu protégée, mais parce que peut-être on n'a pas de motif immédiat par ailleurs au-delà de la nationalité. Et il y a donc cette troisième catégorie dans le centre de tri de personnes qui vont être retenues euh, pour estimer si on peut trouver un motif de demande d'asile qui soit donc pas strictement lié à la nationalité, puisque ça peut être l'orientation sexuelle, les mutations génitales féminines, le mariage forcé. Enfin voilà, si vous avez des questions là-dessus, vous pourrez les poser, mais l'asile n'est pas que politique, contrairement encore une fois au vocabulaire de nos gouvernants, malheureusement. J'étais encore en atelier tout à l'heure et j'ai mis un extrait du président qui ne parle que de l'asile politique et des personnes qui fuient la guerre. Or, l'asile, ça n'est pas que ça. Mais finalement, malheureusement, ça se reflète dans cette réglementation du pacte parce que la nationalité prend vraiment le dessus. Donc, avec cette idée de fond de se dire que peut-être le pays a des persécutions particulières euh, où il y a un contexte de guerre. Donc les centres de tri, alors là aussi de façon assez intrigante, l'Union européenne a estimé que il y aurait une capacité d'accueil. Donc les centres de tri, pardon, vont impliquer des procédures à la frontière. Donc ça aussi, ça fait partie du nouveau package, les procédures à la frontière, avec cette idée qu'on n'entre pas vraiment dans l'Union européenne, on reste dans le centre de tri. Et donc, il y a cette fameuse fiction de l'entrée, peut-être que Damien pourra en reparler, et qui reste aussi dans cette idée d'externalisation. On fait notre maximum pour que les gens ne rentrent pas vraiment sur le territoire de l'Union européenne pour simplifier leur refoulement. Donc, dans la procédure à la frontière, l'Union européenne a calculé la capacité globale de l'Union européenne à 30 000 personnes traitées, sachant que la rétention peut durer jusqu'à 12 semaines, ce qui fait que la capacité estimée de l'Union européenne totale de traitement de procédure à la frontière est de 120 000, si on compte donc 30 000 pour 3 mois sur une année. Ça serait environ 120 000 personnes qui seraient donc traitées en procédure à la frontière. Après, alors encore une fois, on n'a pas les textes à ce stade, donc tous les détails ne sont pas clairs, mais il y aurait un dispatch avec chaque État qui devrait donner sa capacité adéquate sur les 30 000. Donc, je ne sais pas, la France, alors il y a un calcul qui est prévu fondé sur le nombre de refoulements. Alors là, vraiment, ça m'a échappé totalement, mais disons que la France annoncerait, je ne sais pas moi, 5 000, et donc c'est là où interviendrait cette idée de solidarité. Donc, je traite 5 000 personnes en procédure à la frontière. Et je suis en charge de les refouler. Et c'est là et donc ça peut créer des centres de tri.
ça peut interroger sur est-ce qu'on va créer des centres de tri du coup pour répondre à notre capacité qu'on aura annoncée de procédure à la frontière. Bah, ça, enfin, moi, à ce stade, j'en sais rien, mais ça me paraîtrait cohérent avec l'état d'esprit en tout cas. C'est là aussi où la solidarité que Damien a évoquée va se déclencher, c'est-à-dire, bon, bah, moi, je ne prends pas dans mes 5 000 que je suis supposée prendre, donc je vais te donner 20 000 euros par personne. Ou alors, je mets des agents, je vous donne des agents de douane supplémentaires dans les centres de tri qui existent. Ou alors, j'ai démontré que j'ai participé à éviter l'arrivée des flux dans le cadre d'une politique d'externalisation. Ça aussi, les États vont pouvoir se justifier apparemment en disant bah moi j'ai donné de l'argent au Niger. Alors bon, c'est plus d'actualité, mais à une époque le Niger était centre de tri finalement pour relocalisation. Donc j'ai donné de l'argent au Niger pour les relocalisations et ça me permet de déroger à mon obligation de solidarité. Donc tout ça est très mathématique et assez difficile à lire pour l'instant dans les conséquences qu'on en tirera. Damien l'a mentionné, le système Eurodac va être élargi. Donc ça, c'est vraiment la première étape Eurodac. L'arrivée, les personnes doivent donner leur empreinte et ça déclenche ensuite toute la question de l'État responsable de la demande d'asile. Donc là, Eurodac va concerner les images faciales. Voilà, avec toute une question du traitement de ces données et les mineurs potentiellement aussi, qui vont être concernés par Eurodac. Qu'est-ce que je voulais évoquer aussi? Alors, ouais, le dernier point, peut-être, dans ce petit moment, maintenant, c'est le fait que dans un des textes qui est apparu, alors State Watch a mis à disposition deux textes et aussi les documents du trilogue sur Eurodac. Alors, c'est un document qui fait 400 pages, donc bon, j'ai pas clairement eu le temps, mais voilà. Si vous êtes passionné, vous pouvez le retrouver sur State Watch. Et bref, dans un des documents procédure, il est évoqué le fait que, et ça va avoir un effet juridique, lorsqu'il y a un rejet de la demande d'asile, elle doit s'accompagner immédiatement d'une décision de retour. En France, actuellement, la décision de retour est prise par le préfet, la décision de rejet de l'asile est par l'OFPRA ou la CNDA. Et donc, une fois qu'il y a le rejet de l'asile, la préfecture prend dans un autre temps un acte administratif. Il en est aussi question au niveau français hein, de cette double face. Et là, c'est dans la réglementation de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne dit que ça peut être deux actes séparés, mais il faut qu'ils soient en gros recto verso, quoi. Il faut qu'ils soient délivrés en même temps. Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit d'accélération. Voilà peut-être pour, dans l'immédiat, les éléments principaux que je voulais évoquer pour le contexte. Peut-être aussi juste la procédure à la frontière s'appliquera aussi au débarquement de bateaux. Donc on pourra peut-être avoir, si on a des débarquements en France, des procédures à la frontière immédiatement sans qu'il y ait pas une relocalisation, si une relocalisation. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments qui ont été donnés. Je vous propose désormais de passer à une première séquence de questions-réponses avec des participants. Normalement, là, j'ai remis le mode musique pour qu'on puisse voir tout le monde. N'hésitez pas du coup à solliciter la parole. En fonction du nombre de questions, on peut peut-être faire des packages de questions, en prendre plusieurs d'affilée pour que nos intervenants puissent y répondre ensuite. Alors, y a-t-il des questions? Oui, moi j'avais une question quand on parle du fait que chaque pays en fait va pouvoir, si j'ai bien compris, hein, choisir en fait la capacité d'accueil à un instant T, enfin, sur une période, c'est bien ça. Du coup, est-ce qu'on peut parler de ce mot-là qui est là depuis des années, et qui est les quotas? Est-ce qu'on peut parler de quotas au final ou... Ben, donc la formule de calcul, Ah oui, ouais, il y a une petite formule de calcul je peux vous retrouver là juste après, mais l'idée c'est que donc il y a 30 000 globales sur l'Union européenne et donc chaque État membre va prendre dans les 30 000. Donc ça c'est 30 000 au total sur l'Union européenne. Je sais pas si ça c'est clair. et Et du donc ça- coup, cette formule-là, elle est imposée, elle est transversale à tout le monde, c'est ça?
En fait, l'Union européenne a dit en capacité adéquate de traitement des procédures à la frontière, donc tout le monde ne va pas passer en Mhm. procédure à la frontière non plus, hein. Euh, il est estimé que l'Union européenne peut accueillir 30 000 enfin, de personnes en procédure à la frontière. Et comme le temps de rétention maximal est de 12 mois, on estime que sur une année, ça équivaut à 120 000 personnes qui passeraient. Ok. Mais ça, c'est sur tout le territoire de l'Union européenne. Donc, Mhm. sur les 30 000, il y en a peut-être, je sais pas moi, donc 5 000 qui vont aller en France, 10 000 en Italie. Enfin, voilà. Chaque pays doit prendre une part de ces 30 000. Alors, c'est pas un quota maximal. Enfin, c'est compliqué à dire. Mais en C'est tout euh, cas, c'est en tout pour cas, calculer. Ouais, en pardon. tout cas, c'est à ce moment-là que va pouvoir se négocier en fait cette solidarité. C'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça. C'est Alors, ça. Donc, je confirme. Ouais, vas-y. ce qui était fou, c'est qu'effectivement, le calcul, c'est la commission qui va le faire, ce calcul, en disant sur les 30 000, cette année, alors ça va tenir compte, ben, tel pays a déjà accueilli tant de personnes l'année dernière, on a pris autant, etc. Donc ils vont faire, je sais pas comment ils vont faire. Et ils vont dire, bah, tel pays, enfin parce qu'ils pourront anticiper donc d'année en année. Et donc là, par exemple, en 2024, ils pourront dire, admettons qu'on soit septembre 2024, pour 2025, la France va devoir en accueillir autant, l'Espagne autant, etc., etc. Et ça sera secret. Même nous, Parlement, on n'aura pas le droit de le voir. Ils ont tenu à ce que ça soit secret. Et quand on a posé la question à la commissaire dans le moment des négociations, elle nous a dit, vous comprenez, si c'était public, les passeurs, ils sauraient dans quel aller, donc l'appel d'air, ils sauraient aller dans quel pays, parce que tel pays doit en recevoir autant. C'est complètement dingue, hein. Et donc, Mm. le Conseil aura ce chiffre répartition par pays. Et lui, à la fin de l'année 2025, il dira bah, tel pays en a pris autant, tel pays en a pris autant, mais en fait, on ne saura pas combien il devait en prendre et combien il en a pris. Donc, c'est dans l'opacité la plus totale. Et donc, effectivement, chaque pays va pouvoir là se dédouaner en disant moi, je devais en prendre 200, mais je n'ai pas envie d'en prendre. Ça va être, par exemple, la Hongrie, la Pologne, ils n'ont pas envie d'en prendre. Du coup, ils vont payer 200 fois 20 000 euros pour éviter cette solidarité, cette relocalisation dans leur pays. Ok. J'ai Merci. vu dans la discussion, là, justement sur le site Concilium, il est évoqué la capacité de chaque État membre est établie sur la base d'une formule qui tient compte du nombre de franchissements irréguliers des frontières et du refus d'entrée sur une période de 3 ans. Je sais pas si c'est beaucoup plus clair, c'est pour ça que je ne l'avais pas retenu, je crois. Mais c'est comme ça que c'est formulé par le Conseil. Merci beaucoup. Je donne la parole à Antoine Declercq. Oui, beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Merci à Tania et Damien de nous décrypter les trucs qui sont importants dans le système. Quelle est l'application de ce règlement sur la législation nationale et en particulier en France? Donc, ce règlement qui s'applique Excusez-moi, aux Antoine, États membres. votre micro est On t'entend mal, ouais. Ça coupe un peu, mais bon, l'idée, c'est l'impact en France, quoi. Sur la législation. Est-ce que ça doit repasser au Parlement national et au Parlement en France ou des partis? Est-ce qu'on va se retaper une loi migration et un débat ou pas? Bah, Damien dit non parce que c'est des règlements et qui sont applicables directement. Je pense que c'est pour ça que tu dis non. Mais il y a à mon avis, il y a des dispositions du CESEDA qu'il faudra modifier. Alors évidemment, la loi européenne l'emporte, donc c'est pas enfin, mais on va pas avoir une contradiction non plus dans les textes. Donc à mon sens, il va y avoir un projet de loi pour modifier des dispositions existantes pour l'adapter, quand bien même c'est des règlements qui s'appliquent directement. Voilà, de ce que j'en sais, le ministère de l'Intérieur fait plutôt l'autruche sur cette question pour l'instant, parce que bah, ça a été compliqué jusque-là, donc ils n'ont pas tellement envie de remettre un projet de loi sur la table, quoi, mais je pense qu'il y a pour les procédures à la frontière, les élargissements, les questions de solidarité, enfin, il me semble, moi, que quand même, il y a des éléments législatifs qui nécessiteront d'être modifiés. Sachant que sur les prises d'empreintes par la force, il y avait une disposition qui était initialement prévue dans le projet de loi, enfin, dans la loi Asile et Immigration qui a été votée et soumise au Conseil constitutionnel. Et du coup, cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc, une des
une des rares mesures qui ont été censurées sur le fond par le Conseil constitutionnel. Donc, il y aura besoin, a priori, que ça repasse par le Parlement en France sur cette question-là. Je pense, moi, que ça va être la seule possibilité, c'est qu'il y ait des choses qui soient inconstitutionnelles dans le droit français. Mais je ne pense pas que ça nécessitera une nouvelle législation en France, parce qu'il y a la primauté du droit européen, et ça devient donc, ça remplacera de fait des articles, mais ça ne donnera pas, ça fera pas l'objet d'une nouvelle loi en France. C'est simplement une transposition dans le droit français, et après, oui, est-ce que telle mesure est en confrontation avec la Constitution française? Et là, ça se posera un cas de figure particulier. Mais je pense que sinon, tout le texte les textes s'appliqueront, ouais. De fait, il y en a une qui est une directive, mais c'est la directive sur les conditions d'accueil. C'est vraiment, j'allais dire, marginal, même si elle est un petit progrès dedans. Par exemple, on va donner la possibilité aux gens de travailler au bout de 6 mois au lieu de 9 mois actuellement. Il y a des garanties un peu sur les conditions d'accueil qui ont été améliorées, mais il y a aussi des choses qui sont complètement pourries, comme l'assignation en résidence, par exemple, à l'intérieur. Et on sait malheureusement que les États membres vont user de ces capacités-là. On voit bien aujourd'hui comment les gouvernements européens se comportent, et donc ils sont le plus fermes possible. Et donc dès qu'il y a une ouverture pour mettre du durcissement de la législation, ils l'empruntent. Et comme malheureusement aujourd'hui, et c'est un gros reproche que je fais à l'Union européenne, il n'y a aucune procédure en infraction qui est faite par la Commission européenne quant à l'application des textes et des directives européennes auprès des États membres. On voit bien, nous, les refoulements sans arrêt en France documentés, prouvés, etc., etc. Mais il n'y a aucune procédure en infraction de la Commission européenne. Du coup, de plus en plus, les gouvernements s'assiedent sur les directives et les règlements européens. Il n'y a aucun risque derrière d'être rappelé à l'ordre ou condamné par-dessus. Même quand, vous voyez ce qu'a dit Darmanin en France, oui, la CEDH, des fois, elle prend des mesures qui nous emmerdent, donc on s'en fout, quoi. Et c'est complètement fou en termes de droit de balancer un truc comme ça. Mais c'est la dure réalité. Il y a D'autres d'autres questions? questions. J'ai vu passer une question dans le chat de Maxime du Centre Primo Levi, une question assez large. Qu'advient-il de l'universalité du droit d'asile en France? Peut-être que ça mériterait de préciser un peu plus la question Oui, si vous êtes à ouais, la je cool. ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Ouais, super. Non, c'est en fait, je me disais, vu qu'il y a cette logique de quota, les gens qui vont arriver à passer en France auront déjà été sélectionnés avec plein de guillemets. Donc, arriver en France déjà avec des nationalités qui conviennent, quoi, finalement. Donc, c'est vrai que je me demande, cette universalité du droit d'asile que nous, on met en avant et qu'on défend bec et ongle, finalement, elle va être elle va être complètement dénaturée aux frontières extérieures. Voilà. Bah, oui, après tout le monde n'arrive pas en situation irrégulière quand tu demandes l'asile, mais Oui, bien sûr. moi personnellement, je m'interroge de l'établissement de la nationalité, parce que, enfin, je veux dire, en procédure d'asile, c'est un long parcours, quoi, et à la cour, on passe beaucoup de temps parfois sur des provenances, donc déjà ça, je comprends pas très bien comment ils vont faire en fait, mais on n'en sait rien à ce stade. Donc on est face à des personnes qui n'ont pas de papier et qui vont dire qu'elles sont afghanes. Alors quoi, est-ce que donc il y a une crédibilité immédiate? Est-ce qu'il y a une vérification? Enfin, là, ça, c'est pas clair du tout, quoi. Et effectivement, après, on va se retrouver avec une forme de sélection des nationalités. Euh, alors, ce qui est en plus intéressant peut-être, c'est que ça va modifier les taux de protection. Je vois au Royaume-Uni, moi j'ai toujours été très étonnée. Au Royaume-Uni, il y a entre 70 et 80%, 74 je crois dernièrement, de protection. Les gens qui demandent l'asile sont protégés à 74%. En France, on est à 40%. Donc il y a un grand écart. Alors, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, je sais, donc ça va pas influencer quoi. Mais est-ce que c'est parce que les personnes qui arrivent finalement au Royaume-Uni sont majoritairement de nationalité afghane ou des choses comme ça? Là, moi, j'ai pas de réponse là-dessus. Et donc oui, voilà. Bref, tout ça pour dire, il y a beaucoup de points d'interrogation sur comment déjà cette nationalité va être établie. Effectivement, ça a une conséquence probablement sur
idée d'universalité. Ce qu'il faut peut-être aussi mentionner, c'est qu'il y a une augmentation du budget de Frontex, mais aussi du budget de l'agence européenne, de l'agence de l'Union européenne pour l'asile, avec un recrutement massif de personnes qui vont traiter ces demandes d'asile. Donc, elles vont clairement être dans les centres. Il y a plein de consultants qui sont recrutés, plein de postes qui ont été créés. Ça incite à penser qu'il va y avoir un examen préliminaire, y compris probablement de la nationalité. Mais quelles conséquences après sur les offices nationaux? Juste Voilà. une précision hein, sur la nationalité. On n'a pas de conseil constitutionnel au niveau européen. Et pour nous, pour mon groupe en tout cas, baser des textes sur la nationalité de la personne, c'est complètement contradictoire avec la Convention de Genève de 51, puisque c'est un droit normalement individuel et ça n'a rien à voir avec la nationalité. Donc quand des textes européens, vous dites, comme Tania l'a dit tout à l'heure, en procédure normale, j'allais dire, quand il y a 20%, en dessous de 20% de reconnaissance en moyenne dans l'Union européenne, on envoie procédure à la frontière, procédure accélérée. Mais attention, en temps de crise, par exemple, c'est 50%. Il faut un taux de protection de 50%, ce qui va être le cas bien souvent, puisque les pays qui sont aux frontières européennes, ils se déclarent en crise en permanence, puisqu'ils sont submergés par les demandes. Donc là, ça va être 50%. Et quand il y aura instrumentalisation, c'est un nouveau concept aussi qui est arrivé dans les textes au Parlement, dans le langage au Parlement, notamment après l'utilisation par Loukachenko en Biélorussie de migrants à la frontière avec la Pologne. Là, il y a une instrumentalisation de la migration pour faire peur pour essayer de déstabiliser l'Union européenne. Aujourd'hui, en cas d'instrumentalisation, ça sera 100%. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont arriver, hop, on les reconduit à la frontière. Et c'est impossible, enfin, reconduire à la frontière et donc avec des procédures accélérées pour faciliter les retours. Et c'est ce qui a été fait justement avec ce qui s'est passé à la frontière polonaise biélorusse. Donc, on voit bien, enfin, ça pour nous, c'est quelque chose qui ne tiendra pas légalement. Alors, le problème, c'est que ça va être des jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça va mettre 2 ans et que pendant 2 ans, en fait, il va y avoir plein de cas qui vont être comme cela derrière. Donc, on sait aujourd'hui que les juristes de la commission se tirent les cheveux parce qu'il y a plein d'éléments dans les textes qui sont complètement contraires aux conventions internationales, aux conventions de droits de l'enfant, à la charte des droits fondamentaux européens, etc. Ils les ont quand même mis un peu comme en France, hein, en disant oui, oui, on sait qu'il y a des choses, mais on les met. Derrière, en Europe, c'est exactement le même dispositif qui arrive. Donc, à la fin, on ne sait pas bien ce qui va arriver, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses pourries et qui sont en confrontation avec cette. Alors même, puisque Tania parlait de l'Agence d'asile européen, sauf qu'en cas de crise, par exemple, on propose aux États membres qui sont en crise de déroger aux droits européens et donc aux règlements et aux directives. Ça, c'est dans le texte. C'est complètement dingue. Ça veut dire que les règlements qu'on fait en cas de crise, et on fait en sorte que les pays soient en crise, puisqu'on n'accepte pas la relocalisation obligatoire. Donc, elles vont devoir traiter toutes les demandes qui sont là. Donc, forcément, elles vont être pratiquement en crise en permanence. Et peut-être que c'est ça qui a fait que maintenant, ils ne disent plus rien. Parce que ça veut dire que si jamais le pays se déclare en crise, bah, ils auront le droit de transgresser complètement la réglementation européenne. Ça aussi, ça pose un vrai problème. Et donc, je ne sais pas comment ça va être jugé après par les cours de justice et la Cour européenne des droits de l'homme. Et l'association Limbo qui a levé la main. Oui, j'avais 2 questions. Merci beaucoup pour les exposés. Un, c'était justement pour ces centres de tri. Tania, vous en avez parlé. Mais là, il y a d'énormes risques aussi de violation. Comment ça va être, ces centres de tri? Est-ce que ça va être un peu comme les centres de torture en Libye? Je veux dire, quelles sont vos attentes par rapport à ça? Et deux, quand je vous entends parler, et c'est plutôt une question à M. Carême, c'est en fait, tous ces règlements ne résolvent rien. Donc, comment on va les vendre, même dans le Parlement, là, dans 2 semaines? Si on fait les calculs déjà avec, même si les 380 000 passages sont des passages et pas des personnes,
si on a 4 fois 30, 120 000, on ne résout rien. Donc, je me demande stratégiquement, politiquement, comment ça va se jouer. Ça a l'air d'être un grand nuage. Ouais, il y a plein de choses qui sont pas claires là-dessus. Alors sur les centres de tri, il est quand même prévu dans la réglementation un assessment, un examen de la vulnérabilité. Bon, les personnes vulnérables seraient traitées différemment. Bon, voilà, après, pourquoi pas, mais est-ce que les personnes vulnérables, c'est forcément des femmes et des enfants? Moi, je pense qu'il y a quand même de multiples traumatismes chez toutes les personnes qui sont passées par la Libye, et on le voit après d'ailleurs dans la demande d'asile. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas face à un public globalement vulnérable? Mais bon, la situation est prévue, il est prévu qu'il y ait cet examen qui soit fait, donc peut-être que déjà là-dessus, il y aura une proposition différente et tout le monde ne sera pas trié de la même façon. Donc je laisse Damien peut-être compléter. Oui, sinon, ça va être une généralisation des hotspots, qui sont aujourd'hui des centres fermés partout dans l'Union européenne. D'ailleurs, il y a des budgets qui sont prévus, qui seront alloués aux États membres pour faire ces hotspots. En plus, il y a tout ce qui se profile aujourd'hui, hein, tel que l'accord de l'Albanie, enfin de l'Italie avec l'Albanie. Donc, en fait, ils vont transférer les demandeurs d'asile en Albanie, puisqu'aujourd'hui, la Cour suprême d'Albanie, qui avait mis un veto à l'époque, finalement, a consenti à cet accord-là, donc ça va se faire. Et il y en a qui sont en préparation aujourd'hui. Il y en a qui sont en préparation avec l'Égypte, par exemple. Donc, effectivement, ça, c'est la porte ouverte, puisqu'encore une fois, en Égypte, ce n'est pas réellement un pays qui brille en matière de droits humains. Ces accords en Albanie, je rappelle quand même qu'en France, on accorde la protection internationale aux Albanais. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a des problèmes avec le régime albanais. Et aujourd'hui, l'Europe va accepter des accords comme cela derrière. Et avec l'Égypte, pareil, comme avec la Turquie d'ailleurs, comme avec la Libye, c'est du même acabit. Donc, généralisation des hotspots. Et ça va, alors pour rejoindre la deuxième observation, ils ne vont rien régler. Ils vont empirer la situation des arrivants, pardon, de ceux qui arrivent chez nous. Ça va la rendre plus compliquée. En fait, l'Europe, quand je résume, moi, le pacte, en gros, je dis l'Europe ne peut pas dire qu'elle sort de la Convention de Genève, ça ferait un peu tâche dans le paysage. Mais elle met plein de dispositifs préalables au fait que la personne puisse déposer sa demande d'asile, pour retarder le plus possible, pour écœurer, pour essayer de faire en sorte que les gens, finalement, ne déposent pas leur demande d'asile en Europe et qu'on puisse comme ça les renvoyer dans leur pays. Donc, ça ne résoudra rien. Ça va enrichir les réseaux de passeurs. Ça, il faut le dire aussi, puisqu'ils disent tout le temps qu'en fait, ils se battent contre les réseaux de passeurs. Non, leur politique va enrichir les réseaux de passeurs. Quand on va payer des murs, des barbelés, etc. Je suis allé, moi, à la frontière biélorusse-Pologne. J'ai vu ce qu'était ce mur de 187 km de long, avec doublé par des barbelés. J'ai vu ce que c'était derrière. Et c'est terrible parce que, enfin, voilà, on va permettre ça en Europe. Enfin, à peine 30 ans après la chute du mur de Berlin. Enfin, c'est complètement hallucinant que l'Europe replonge dans ces travers-là, mais c'est la réalité de ce qui va être. Donc, ça ne va rien résoudre et ça va vraiment amplifier je vous invite à voir un film, d'ailleurs, je fais la promo, là, qui sort demain en France, le 7, c'est bien demain, qui s'appelle Green Borders. Et c'est juste sur ce sujet entre la frontière, entre le Biélorusse et la Pologne. Et vous verrez, 2h15, il dure, mais il est extrêmement puissant, ce film-là. Donc, ça va être l'Europe de demain. Voilà, c'est une préfiguration de ce qu'on verra en Europe demain. Donc, ils ne régleront rien. C'est vraiment une opération de com pour dire, vous voyez, nous, Européens, on n'a pas besoin d'un vote à l'extrême droite parce qu'on sait faire, on sait prendre des décisions dures, etc., un peu comme la France. Moralité, ça ne va rien régler et du coup, ça va renforcer le vote à l'extrême droite qui ne votera pas ces textes au niveau européen à 6 semaines des élections en disant mais non, c'est pas vrai du tout, ça ne va pas marcher, on n'est pas d'accord avec ça, etc. Et qui on va leur donner raison puisque le plan ne va rien résoudre. Donc, au bout d'un moment, les gens vont dire bah voilà, vaut mieux prendre l'original que la copie, quoi. Alors, ça ne sera peut-être pas en 2024, mais ça sera pour le coup d'après. Et regardez sur l'instrumentalisation, par exemple. On veut empêcher qu'un pouvoir instrumentalise les migrants, comme Loukachenko l'a fait avec la Pologne.
Mais finalement, on va faire payer à qui? Pas à Loukachenko, aux migrants qui sont instrumentalisés. On se trompe encore une fois d'adversaire dans cette opération-là. Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec les 12 000 arrivées à Lampedusa là, il y a quelques semaines, où tout le monde est allé là-bas faire des images. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est le président tunisien qui disait à l'Europe, ah, vous m'emmerdez, vous ne voulez pas me verser tout l'argent que vous m'aviez promis dans le mémorandum. Eh ben voilà, je mets tout le monde sur la mer et il y a eu 12 000 arrivées à Lampedusa. Panique à bord et instrumentalisation. Et là, c'est terrible, avec le règlement instrumentalisation, dans un cas comme ça, vraiment, ça va être refoulement et j'en veux pas, etc., etc. Pire, avec le règlement instrumentalisation, c'est que les ONG qui vont au secours de ces personnes en mer, si elles les ramènent toutes en Italie, comme la loi internationale le dit, bah, l'Italie pourra dire c'est une tentative d'instrumentalisation, de déstabilisation de l'Italie en ramenant plein de migrants. Donc, ils pourront condamner SOS Méditerranée et les autres ONG qui sont sur mer dessus, en bloquant les bateaux, mais pas pendant 20 jours ou 30 jours, mais de manière, ils décideront dans leur loi, dans les lois italiennes, ce qu'ils feront comme dommage derrière. Enfin, c'est la porte ouverte à la criminalisation aussi des ONG par le biais de notions que sont, par exemple, l'instrumentalisation derrière, qui sont mises maintenant dans le droit européen. Il y a d'autres questions? On voit que la tendance est assez critique, hein, malheureusement, avec des projets qui ressemblent aussi un peu avec ce qu'on a pu voir tenter de s'organiser au Royaume-Uni avec des traitements de demandes d'asile au Rwanda. Du coup, on a l'impression que la politique européenne tend aussi vers ce modèle-là de mettre le plus loin possible euh, les, les demandeurs. Dans tous les cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à une partie un peu conclusive qui permet de reprendre un peu tous les éléments qu'on a pu un peu aborder au cours de cet entretien avec deux questions principalement. C'est d'une part rappeler quelles sont les prochaines échéances autour de ce pacte, tant à l'échelle européenne que à l'échelle nationale. Et par ailleurs, comment ce pacte pourrait avoir un impact sur la politique française. Alors, Tania, peut-être, pour ce point-là. Alors, bah, sur la politique française, je pense qu'on l'a mentionné un peu. Évidemment, ça va pas être neutre puisque derrière le traitement concret des demandeurs d'asile se fait sur chacun des territoires. Donc, comme ça a été évoqué, on peut se demander effectivement si ce tri par la nationalité va avoir un effet sur l'accès à la demande d'asile de façon générale. Est-ce qu'on va créer des centres de tri formellement appelés comme ça sur notre territoire? Euh, Enfin bref, il y a une série de questions qui n'est pas réglée pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui restent à préciser, hein, quand bien même il y a eu un accord politique, mais Damien le redira, je pense. Il reste beaucoup d'aspects à clarifier. On n'a pas les textes pour l'instant, donc on reste quand même dans le flou sur un certain nombre de questions. Et quand je le pardon, nous, on n'a pas les textes, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à être restés dans le flou, y compris ceux qui négocient, voilà. Après, peut-être au-delà du problème français, et Damien l'a évoqué un peu rapidement, la question du contentieux, comment on peut contester? Il a dit il n'y a pas de conseil constite, il y a la Cour de justice de l'Union européenne. Maintenant, son accès est assez compliqué. Moi, j'aurais bien aimé qu'on fasse un recours d'annulation immédiat. Euh, mais seul, en gros, le Parlement pourrait le faire et ça me paraît difficile parce que le Parlement était dans les négociations. Donc voilà, mais ce que ça veut dire pour ceux qui travaillent un peu dans le contentieux surtout, c'est qu'à partir du moment où il va y avoir des affaires devant les juges français, nationaux, si vous êtes dans d'autres pays, il va falloir vraiment inciter à dire il faut poser des questions à la Cour de justice, il faut poser des questions à la Cour de justice pour que la Cour de justice puisse se saisir. Et alors là, c'est possible de demander des questions en validité du texte. Et c'est déjà arrivé que la Cour de justice annule entièrement un texte par le biais d'un renvoi préjudiciel. En France, on n'est pas très bon là-dessus, malheureusement, sur les saisines. Et donc voilà, tous ceux qui travaillent dans le contentieux, vraiment, je pense que ça va être l'effort à faire de pousser à ce qu'il y ait des questions de validité posées à la Cour de justice pour qu'elle puisse vraiment
statuer. Et je pense, je rejoins Damien, moi, à mon avis, il y a beaucoup de matière à annulation parce que c'est pas conforme à la jurisprudence même de la Cour de justice de l'Union européenne, au texte en général. Le droit international est supérieur au droit dérivé au règlement, donc la Convention de Genève doit primer. Donc voilà, donc à mon avis, il y a beaucoup de matière à annulation et c'est très inquiétant d'arriver à avoir des textes qui soient juridiquement aussi faillibles, volontairement, que ce soit en France ou au sein de l'Union européenne. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça dit. Enfin, si, ça dit que la politique l'a un peu emporté sur le terrain des migrations vis-à-vis du juridique et c'est pas rassurant et donc on va s'embarquer dans quelques années probablement qui seront négatives avant de peut-être retrouver un bon sens par le juge de l'Union européenne, je l'espère en tout cas. Voilà, peut-être ces quelques mots conclusifs qui sont pas très rassurants. Désolée, désolée, c'est compliqué. On a essayé de le dire pendant les négociations aussi du projet de loi français. En même temps, se passait un truc beaucoup plus inquiétant au niveau de l'Union européenne. Au niveau français, c'est pas beau, mais je pense que vraiment ce qui est en train d'être adopté au niveau de l'Union européenne, c'est franchement, franchement négatif. Voilà. Oui, oui, je confirme ce que vient de dire Tania. Les textes sont vraiment mauvais. Ça va être très dur les prochaines années sur les questions migratoires. Il y aura beaucoup. Alors, le problème, c'est que, encore une fois, ce que disait Tania aussi, il y aura beaucoup, je pense, de recours juridiques, mais c'est long. Ça va être fastidieux. Et avant que ça rentre en jurisprudence, etc., ça va être compliqué. Et encore une fois, je le redis, mais comme la Commission européenne ne fait pas son boulot en matière de faire respecter par les États membres les textes européens, ça devient, chaque État est livré à lui-même et fait un peu n'importe quoi. Donc là où on fait des textes qui soient plus permissifs, du coup, les États membres en profitent derrière. Je sais aussi, par différents biais, que Darmanin a suivi personnellement les négociations du pacte européen. Donc, il savait très bien comment le texte français était orienté par rapport au texte européen et comment les deux vont pouvoir se compléter, se complémenter, qu'il a perdu des choses au niveau français, enfin il a perdu entre guillemets des choses au niveau français, mais de toute manière ça reviendra par le niveau européen. Donc voilà, il a veillé à ce que par les textes qui sont les 5 règlements-là, qu'il y ait un minimum de personnes qui puissent arriver directement en France. Je pense qu'on va assister à un renforcement des frontières en France intérieures. Je pense que ça va être, on va prétexter, Tania le disait tout à l'heure, mais normalement, le rétablissement des frontières intérieures, ça doit être que pour une période très courte et complètement justifiée. Je rappelle qu'en France, c'est depuis 2015. Donc, on est en 2024, ça fait 9 ans que là, ils ont du coup, ça ne doit pas être sur 2 prétextes les mêmes 2 fois de suite, que là, ils ont évoqué 2 choses différentes. Il y avait la Coupe du Monde de rugby et là, il y a la menace terroriste avec les Jeux Olympiques. Donc, ils en sont encore ici, mais je suis certain qu'après l'été 2024, après les JO, ils vont trouver un autre prétexte pour rétablir encore, enfin, pour maintenir les frontières à la frontière franco-italienne et franco-espagnole pour essayer de faire en sorte que les personnes qui vont arriver, parce qu'il y a un autre texte, je ne vais pas donner tous les détails, mais il y a un nouveau principe qui s'appelle les offsets maintenant qui vont venir, c'est que il y a plein de choses qui sont très à ça, mais il y a une chose en particulier, c'est que quand un État sera en crise, se déclarera en crise et reconnu en crise par la Commission européenne, les personnes qui ont poursuivi leur voyage et qui auraient dû être dublinées normalement ne pourront pas être dublinées. Et ça, la France en flippe de ça, parce que ça veut dire qu'ils ne pourraient pas renvoyer vers l'Italie, par exemple, toutes les personnes qui renvoient aujourd'hui, parce que l'Italie, pour le coup, je suis à peu près sûr que l'Italie va se déclarer en crise sans arrêt. Donc, en fait, ça veut dire que toutes les personnes qui risquent d'arriver en France, la France devra examiner leur demande d'asile. Et ça, pour éviter ça, je suis intimement convaincu
qu'on va avoir des pelotons de CRS en permanence et on verra à nouveau, là, il n'y en a pas encore à la frontière à Montgenèvre, par exemple, mais des barbelés qui vont être mis en place, etc. etc. Je fiche mon billet qu'on aura ça en France dans quelques mois pour éviter ces phénomènes-là. Donc, ça va durcir les conditions, bien évidemment, des migrants, qui sont quand même les premiers concernés dans ces textes-là. Ça ne va pas non plus arranger le travail que vous faites presque toutes et tous, là, parce que vous êtes tous des associations qui œuvraient pour l'accueil de ces personnes-là, chacun à votre niveau. Donc, ça va pas faciliter les choses. Euh, il y aura du procédure de filtrage à la frontière, mais à un moment, comme c'est aujourd'hui, ils échapperont à ces procédures de filtrage et ils rentreront par un autre moyen. Donc, il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas résoudre les problèmes. Mais encore une fois, ça va rendre les choses plus difficiles pour les personnes qui essaient d'arriver sur notre continent. Et encore une fois, et ce que je dis tout le temps, c'est qu'on essaie, entre guillemets, de s'attaquer aux conséquences et jamais aux causes de cette migration. Et pourtant, il y a beaucoup à redire sur le comportement de l'Europe, notamment sur le continent africain. Et peut-être que si elle changeait ses politiques extérieures, on n'aurait pas autant de personnes qui souhaiteraient venir chez nous. Ou sur le sujet de l'intégration, où rien n'est fait. Il y avait l'annonce des voies d'accès sécurisées qui ont disparu, alors que la Commission européenne avait cet objectif quand même de dire bah, pour qu'il y ait moins de décès, il faut des voies d'accès sécurisées, tout, dans toute logique. Et puis tout ça a disparu ouais, au profit des contrôles. Pour Dublin, juste pour compléter, donc je travaille aussi à la Cour nationale droit d'asile. Des personnes dont l'asile a été rejeté dans deux pays, ça arrive régulièrement qu'on réétudie leur demande d'asile. Donc en plus, Dublin n'a pas de sens là-dessus, puisque ça n'empêche pas de redéposer une demande d'asile, de l'étudier, et ça ne nous a jamais empêché de protéger des gens qui avaient été par ailleurs rejetés dans d'autres pays. Soit parce que les conditions dans le pays ont évolué, soit parce qu'on juste on n'a pas la même approche de l'asile en fait. Donc Dublin, c'est vraiment le truc, enfin, à mon avis, quand j'ai commencé à étudier les questions européennes, je m'étais dit, bah, il y a du bon sens, on met en commun les frontières, on désigne un État responsable, voilà, pourquoi pas. Mais en réalité, d'une part, pourquoi est-ce qu'on choisit au nom des personnes? On ne sait pas, hein. Pour les Ukrainiens, ils n'ont pas été dublinés, ça a pas posé de difficulté. Et d'autre part, si de toute façon, derrière, on réétudie les demandes d'asile, ça n'a vraiment aucun intérêt, si ce n'est on est enregistré, donc j'essaie de ne pas être grossière, mais de les embêter. Et en plus, en France, enfin, vous connaissez les difficultés des personnes du Pléné qui n'ont du coup pas accès aux bonnes conditions d'hébergement. Donc finalement, là, c'est vraiment de l'acharnement, quoi, à ce stade. Merci, merci. Malgré, on va dire, ces annonces assez dramatique, on va dire, sur la politique européenne qui s'annonce. En tout cas, l'intérêt, c'est qu'on soit réunis très largement ce soir et puis mobilisés, hein, parce que parmi les personnes qui nous suivent, il y a beaucoup d'organisations qui étaient très mobilisées sur les enjeux autour de la loi asile-immigration française. Donc, on peut parier que ces organisations resteront mobilisées aussi sur ces enjeux autour du pacte européen. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une ou une dernière question sur ce qui a été présenté ce soir? En profiter. En attendant, moi, je peux dire que je me tiens à disposition s'il y a des villes, des organisations qui souhaitent que je vienne présenter en détail les choses, je peux le faire. Il suffit juste de demander et puis de caler la date. Le rendez-vous est pris, le message est passé. S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à remercier nos deux intervenants, donc Tania Rachaud et Donia Karam. Merci beaucoup pour ces clés de lecture et ces décryptages de ce qui se passe à l'échelon européen. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Il a été enregistré comme ça a été précisé, du coup il sera bientôt rediffusable. On partagera à tous et toutes la version vidéo et puis un compte-rendu de nos échanges. Je vous laisse avec éventuellement les contacts si jamais vous avez euh, si vous voulez prendre contact avec l'une ou l'autre des structures qui organisent ce temps, l'Handita ou les Infox Migration. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous et à toutes.